Alors voilà, bonjour à vous. Je suis très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui. C'est une journée très riche et je remercie Gilles d'avoir tout organisé depuis plusieurs mois. Tu nous as contactés, tu as réussi à organiser ce panorama vraiment large de cette question. Cette question, ces questions, hein, il y a plusieurs questions. Et moi, je vais contribuer à un axe ou à un éclairage complémentaire des éléments qu'on a vus jusqu'à présent. C'est-à-dire que je vais parler de la perspective de fin de vie et de l'euthanasie chez les chevaux, du point de vue de l'éthique, et plus précisément du point de vue de, au fond, qu'est-ce que c'est comme décision, décider d'euthanasie? En quoi est-ce que c'est une décision éthique? Et un sujet qui m'intéresse particulièrement depuis quelques années, c'est comment est-ce qu'on en fait l'expérience en tant que propriétaire? Comment est-ce que ça nous occupe, ça nous touche, ça nous percute? Quelles difficultés ça demande? Et ça, c'est certains aspects que je vais essayer de traiter dans cette conférence. On a vu plusieurs cas déjà aujourd'hui. Je vais juste en rappeler quelques-uns. On a parlé à plusieurs moments des problèmes de fourbure chronique liés de façon comorbide à la maladie de Cushing. On a vu, par exemple, un cas qui a été présenté par Dr. Jackson du cheval qui a été levé par filet. C'était un Clydesdale qui a été levé par filet parce qu'il n'était plus capable de se lever lui-même. On a vu, ça c'était dans la présentation de Mme Kubica, la jument de 35 ans Rasta qui faisait la grimace. Et on peut supposer, vous n'avez pas développé, mais que cette grimace était redondante, qu'elle revenait souvent. Ce n'était pas juste une instance de cette grimace de douleur. On est mis face à des situations qui finalement posent question. C'est-à-dire que ces situations-là, on peut les décrire certes, mais elles soulèvent, on sent bien une tension. Ce sont quelques cas, mais on voit bien qu'on a tourné autour de cette tension-là depuis le début de la journée, qui nous mettent face, comme Dr. Bourreau l'a dit dès le matin, à une nécessité de positionnement, à une nécessité de choix, autrement dit, à une nécessité de décision éthique. C'est-à-dire que, par exemple, ces différents exemples viennent, que je viens de rappeler, viennent d'une certaine façon déranger le quotidien du cheval au point tel où il faut commencer à réfléchir à comment faire face. On ne peut pas rester dans ce qu'on dirait « business as usual ». Ou du moins, on doit se poser la question, quoi faire face à ces réalités-là? Et c'est pour ça qu'on doit se tourner vers un vocabulaire proprement philosophique. Encore une fois, je remercie Dr. Bourreau d'avoir un peu mis la table avec son insistance autour du concept de qualité de vie. Parce qu'au fond, lorsqu'on commence à introduire le concept de qualité de vie, on introduit un concept proprement qualitatif, proprement évaluatif de valeur, c'est-à-dire un concept éthique qui cherche à évaluer la situation, pas simplement à faire un constat scientifique ou médical, mais qui cherche à évaluer qu'est-ce qui devrait arriver maintenant. Et donc, c'est de ça que je vais vous parler. Et j'ai choisi de faire un genre de panorama. La question de l'éthique de l'euthanasie et de la fin de vie, elle est large. Il y a plein de différents aspects qui pourraient être traités. Je montre aussi le côté en allemand. Je vais parler de qu'est-ce qu'une décision éthique. Je vais parler rapidement de ce que c'est l'euthanasie équine. Je vais parler de ce que je considère être le contexte de fin de vie, même s'il y a déjà eu des éléments qui ont été donnés. Je vais rappeler un petit peu comment penser cette notion de fin de vie qui est souvent utilisée comme ça, comme un concept clé qui identifie quelque chose à propos de la vie du cheval. Et une façon de parler d'éthique, c'est d'y aller par l'analyse de cas, c'est-à-dire par l'analyse de cas plutôt complexes dont on se sert pour un peu faire rebondir les intuitions, essayer de montrer qu'est-ce qui va pas. Et c'est ce que je vais utiliser comme méthode aujourd'hui. Je vais vous présenter 3 cas que je vais me permettre d'analyser sommairement. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais qui vont vous montrer
certains aspects éthiques de la décision d'euthanasie. Les choses que je n'aurai pas le temps de traiter aujourd'hui, ça va être la question éthique liée aux méthodes d'euthanasie, les questions éthiques liées à l'euthanasie en situation d'urgence et l'éthique vétérinaire liée à l'euthanasie dans son détail, parce que ça, c'est presque un autre aspect en soi. Et donc, qu'est-ce que l'éthique? C'est un mot qu'on entend beaucoup. On en a déjà parlé aujourd'hui à certains moments dans certaines contributions qui ont déjà été données. L'éthique de laquelle je suis issue, étant de formation philosophe, c'est une éthique proprement philosophique. C'est-à-dire que je ne vais pas vous parler d'un code de déontologie, je vais plutôt vous parler de ce que c'est de se positionner en tant que sujet, en tant que personne face à une question éthique. Donc, on rentre dans une réflexion proprement philosophique. Et ça, c'est important de garder ça en tête pour que vous puissiez apprécier un peu les éléments que je vais faire ressortir. D'une certaine façon, j'entends vous amener avec moi à travers une réflexion philosophique sur la question de l'éthique de fin de vie. Il y aurait différentes façons d'approcher la question, et moi, j'y vais comme ça. Donc, qu'est-ce qu'une question éthique? Qu'est-ce que l'éthique? Ça entend de clarifier qu'est-ce qu'une question éthique. Et ce qui est important de voir, c'est qu'une question éthique, ça se distingue d'une question descriptive. Jusqu'à présent, comme par exemple dans le bloc qui a été donné juste avant, on a été mis face à beaucoup d'informations médicales. Okay? C'est ce qu'on appelle l'information descriptive. On a pu décrire tout un ensemble de conditions de vieillissement, de pathologies, etc. Mais les questions éthiques, elles ne cherchent pas à décrire le monde, mais elles cherchent à savoir comment le monde pourrait être, mais surtout comment le monde... Est-ce que je peux avoir l'effet? Zoom. Devrait être. Et là, vraiment, c'est ce mot qui est vraiment un mot proprement éthique, mais qu'est-ce qu'on devrait faire? Question proprement éthique, qu'est-ce qu'on devrait faire? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est bon? Un langage proprement évaluatif, proprement aussi prescriptif, mais qui s'inscrit à travers des questions. Donc, quelle est la bonne chose à faire? Comment devrait-on agir? Etc. Et de ce fait-là, une question proprement éthique ne peut pas être résolue par l'explication scientifique de faits. Même s'il y a une relation, évidemment, entre les faits scientifiques, les faits médicaux, etc., et la résolution d'une question éthique, les faits en eux-mêmes ne pourront pas venir trancher. Et ça, pour nous, ça va être important parce que finalement, c'est peut-être pas un hasard qu'à un moment ou à un autre de la journée, il fallait inviter une philosophe pour venir parler un petit peu, parce qu'on s'est fait donner beaucoup de faits pour informer notre capacité d'évaluation de la situation de notre cheval. On s'est fait donner beaucoup de faits médicaux, surtout des faits médicaux, finalement, et biologiques et physiologiques, etc. Et maintenant, d'une certaine façon, et c'est pour ça que je rappelais ces cas-là, on est mis face à la question, mais qu'est-ce qu'on en fait de ces faits-là? Comment réagir? Comment se positionner? Est-ce que simplement de savoir, par exemple, qu'un cheval fait des grimaces de douleur, c'est assez pour trancher la question éthique? Et généralement, ce qu'on va constater, c'est que non, la question éthique, c'est pour ça qu'elle nous engage proprement comme sujet, parce que finalement, on ne pourra pas la trancher simplement en étalant des faits, mais il va falloir être capable de se positionner, de prendre position. Et c'est pour ça que c'est particulièrement difficile de trancher une question proprement éthique. La question que j'ai en tête, évidemment, c'est la question de l'euthanasie. Est-ce qu'un cheval doit mourir? Et c'est cette question éthique-là que je vais traiter par la suite. Un autre exemple de question éthique, juste pour que vous voyez, mais devrait-on aider les peuples qui souffrent de pauvreté absolue? Si oui, alors qui prend la responsabilité? Pourquoi? Etc. C'est toutes des questions qui évaluent comment est-ce qu'on devrait avancer dans une situation qui est
déroutante, irritante. Il y a quelque chose qui ne va pas et on se pose la question « comment devrait-on agir ?» Et du coup, la question éthique va au-delà du cadre légal. C'est la réflexion proprement éthique qui va nous permettre justement de critiquer certaines lois, de faire avancer notre cadre légal, etc. La décision éthique, du coup, lorsqu'on est mis face à la question d'euthanasie, on est mis face à une question proprement éthique. La question qui est généralement posée, c'est quelque chose comme ce cheval devrait-il être euthanasié? Et donc, on est un peu percuté par cette question-là. Le « on », j'entends, généralement, c'est une personne qui est la propriétaire ou le propriétaire du cheval, ou peut-être un gardien, une gardienne. Il y a généralement un humain ou un petit groupe d'humains qui va être concerné par la situation d'un cheval en particulier. Et donc, ça va soulever cette question. Et cette question-là, elle émerge dans un contexte. Donc, deuxième aspect de l'anatomie de la question éthique, elle émerge dans un contexte où il y a une vie, il y a une situation de vie qui a lieu. Par exemple, un cheval en situation de retraite, tout allait bien jusqu'au moment où il commence à y avoir des perturbations plus importantes. Et ça, ces perturbations-là vont être liées à tout ce qu'on a vu avant. Un état de vieillissement qui devient trop compliqué, des problèmes de locomotion, des pathologies qui deviennent... un vieillissement qui devient justement pathologique, qui verse dans certaines pathologies, etc. Et là, on est mis face à une problématique. Est-ce que ça doit continuer? Et donc, le contexte va être important parce que finalement, une question éthique ne peut pas être... il y a des philosophes qui ne seraient pas d'accord avec ça. Mais, croyez-en mon expérience, le mieux, c'est de contextualiser notre question éthique. Surtout avec ces questions d'euthanasie, parce qu'on est bel et bien dans un contexte, on n'est pas dans une réflexion théorique, on est face à un vrai cheval, dans une vraie situation, avec un vrai groupe d'humains qui essaient de comprendre quoi faire. Donc, il faut replacer la question dans son contexte, et pas juste demander « l'euthanasie est-elle bien ?» mais bien « ce cheval-ci, sa vie, a-t-elle encore du sens ?» Un troisième élément qui est vraiment important, et finalement, je me suis posé la question, mais comment je vous présente cet aspect-là? Parce que cet aspect-là, au fond, il fait vraiment partie de nos vies, mais peut-être pas si intéressant que ça. Il y a juste les philosophes qui passent leur carrière à y penser, vous voyez? Mais au fond, lorsqu'on prend une décision, ce qu'on fait, c'est qu'on s'appuie sur des raisons. Nos décisions, on veut qu'elles aient du sens, on veut qu'elles soient appuyées sur des considérations, qu'elles aient une cohérence. D'une certaine façon, notre décision éthique, on veut la justifier, c'est-à-dire l'appuyer sur des considérations qui la soutiennent. On veut dire « oui, j'ai pris la décision juste ». Et ça nous demande de dégager les raisons pertinentes pour prendre la décision. Et ces raisons-là, ça va être tout un ensemble de considérations qui vont avoir avec la situation du cheval, mais que finalement, ça va être notre travail en tant qu'humain mis face à cette question éthique, de dégager les raisons qui parlent dans la situation. Le fait qu'un cheval n'est plus capable de se lever, peut-être une première fois, d'accord, à répétition, perte de locomotion, ça commence à être des raisons qui apparaissent pour dire qu'il y a quelque chose qui ne marche plus dans sa vie. Et ça va être de devenir sensible à ces raisons-là, qui va être proprement le chemin pour réussir à trancher une décision éthique. Un autre aspect qu'on oublie souvent, mais qui a été beaucoup mis en avant dans les derniers 50 ans de recherche philosophique, c'est une question éthique, d'une certaine façon. Il y a cette question, on essaie de trancher, mais en fait, il faut aussi prendre garde à qui va prendre la décision. Surtout dans une décision d'euthanasie d'un cheval, ça va être important de penser, mais qui devrait être inclus dans cette réflexion? Et ça ne va pas de soi parce que généralement, et même au niveau légal, la responsabilité est remise dans les mains du ou de la propriétaire, mais du point de vue éthique, on pourrait penser qu'il y a d'autres acteurs importants, notamment le vétérinaire, je vais en reparler, peut-être même le cheval lui-même, et peut-être d'autres humains qui sont impliqués dans la vie du cheval, qui vont avoir leur rôle à jouer. Donc le qui est aussi pertinent dans
dans le processus de prise de décision. Et à la fin, généralement, ce qui arrive, c'est qu'on est mis face à la nécessité de trancher, de dire oui ou non. Et c'est là le poids de la décision éthique, c'est de donner une sorte de réponse à la question. Face à une espèce d'indécision ou de paralysie, on va comme pas être capable de trancher. Dans le cas de la question qui nous préoccupe, c'est-à-dire est-ce que ce cheval-ci devait être euthanasié, dans certains cas, ça peut avoir des retombées vraiment importantes, c'est-à-dire que le cheval, lui, il va continuer à être dans une situation peut-être problématique, inconfortable, de souffrance, etc. Donc, c'est pour ça qu'il y a comme une urgence à la décision éthique de l'euthanasie, parce que généralement, voilà, il y a un vrai cas sur lequel il faut se positionner. OK, qu'est-ce qu'on entend par euthanasie équine? Ça ne va pas du tout... C'est juste un petit sommaire pour qu'on s'entende sur ce dont on parle. Mais quelque chose que je trouve important, c'est de revenir à l'étymologie du mot. Euthanasie, du grec ancien qui signifie bon, thanatos, mort, signifie bonne mort. Et je pense que c'est important, vraiment dans une réflexion proprement éthique, d'essayer de rester fidèle à cette étymologie pour être capable de penser la différence entre une euthanasie, une bonne mort, et une mise à mort, point barre. Ce ne seront pas toutes les mises à mort qui vont être des bonnes morts. Et je pense que ça, c'est important de voir que finalement, il y a un thème récurrent dans la question d'euthanasie, c'est le fait de soulager les souffrances du cheval. Évidemment, c'est une termination de la vie, donc c'est un soulagement définitif des souffrances en cas de maladie ou d'infirmité. Mais comme on va le voir, cette question de soulager les souffrances, ça va être vraiment le principe directeur de décision pour choisir la mort et pour choisir du coup la bonne mort. Pour revenir à cette idée de raison, ça va être la raison principale qui va guider cette décision-là. Le fait que ça soulage des souffrances. Mais je vais y revenir. Il y a différentes méthodes. Comme j'ai dit, je ne vais pas parler des méthodes, mais généralement, la mise à mort, elle est faite par injection létale. C'est le propriétaire du cheval qui a décidé, mais très souvent, le propriétaire va être conseillé par un vétérinaire. Et le vétérinaire va jouer un rôle médical, certes, mais aussi un genre de conseiller éthique ou d'accompagnant éthique, souvent dans ces situations-là, ce qui est intéressant parce que ça lui demande de sortir au-delà de son cadre médical. Mais ça, c'est une étude qui montre à quel point le vétérinaire est sollicité sur le plan éthique et pas juste sur le plan médical dans ces situations-là. Et donc, je vous ai dit, voilà, dans l'anatomie d'une question éthique, d'une décision éthique, il y a le fait finalement de poser les bonnes questions, ou d'identifier la question à laquelle on est confronté, pour être capable de trouver la réponse la plus juste, si on veut. Et ici, je voudrais commencer par une question plus large, pour ensuite revenir à la question de l'euthanasie elle-même. Et la question plus large, c'est devant qui sommes-nous responsables quand nous décidons? Parce qu'au fond, dans cette situation-là, ça va être important de reconnaître pour qui on prend la décision, donc pour qui on prend la responsabilité. Et la réponse, voilà, ce n'est pas une surprise, mais c'est important de l'asseoir, cette réponse-là. On est responsable, c'est-à-dire qu'on répond aux besoins du cheval. Donc, on est responsable du cheval quand on prend cette décision-là, et pas, par exemple, comme ça pourrait être interprété, du propriétaire ou d'un ensemble ou des propriétaires qui dépendent économiquement du cheval ou quelque chose comme ça. Donc ici, du point de vue éthique, on va vraiment vouloir replacer le cheval au centre des considérations de responsabilité. La notion de besoin, tout à l'heure, on a parlé un petit peu de besoin à certains moments. Entendez-le d'une façon très large. On n'est pas seulement dans les besoins physiologiques, les besoins de base, nourriture, etc. On est dans une conception plus philosophique des besoins comme tout ce dont un être a besoin pour que sa vie
se passe bien pour que sa vie s'épanouisse, quelque chose de ce genre-là. Donc, on est dans une conception assez large des besoins, et je vais y revenir après, qu'est-ce que ça peut vouloir dire répondre aux besoins, qu'est-ce que ça peut vouloir dire une bonne vie pour un cheval, etc. Ah, désolée, j'oublie toujours de... Je vais être plus vigilante pour afficher aussi en allemand. Voilà. Okay. Et donc, nous sommes responsables devant le cheval lors de cette décision, mais quelle est la question qui nous préoccupe dans la question d'euthanasie? C'est cette question, ce cheval doit-il mourir? Ce cheval, parce que c'est un être particulier, singulier, à propos duquel on se questionne, donc ce n'est pas un cheval doit-il mourir, mais c'est celui-ci. Il y a un cheval en particulier à propos duquel on s'interroge. Et ce qui est important de voir, puis ça, c'est intéressant peut-être ou pas pour vous, mais quand même, c'est intéressant de voir que ce cheval doit-il mourir, c'est à distinguer de la question comment ce cheval doit-il mourir, c'est-à-dire l'éthique de l'acte de mise à mort. Dans les recherches sur l'éthique de l'euthanasie équine, souvent, ces deux questions-là, elles sont comme jumelées ensemble et indistinctes. Et du coup, on finit par parler de l'euthanasie de l'acte de mise à mort sans s'en rendre compte, en ayant d'une certaine façon évacué la première question qui est finalement la plus substantielle. Parce que la question du comment, elle n'aura pas son sens tant qu'on n'a pas répondu à la première question. Et donc, on cherche à savoir si ça fait du sens qu'un cheval soit mis à mort. Une fois qu'on a décidé la question, évidemment, on va vouloir se tourner vers la seconde question éthique, mais comment est-ce que cette mise à mort va pouvoir être faite de la façon la mieux, la plus éthique, etc. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a deux étapes, finalement, dans la décision de l'euthanasie. Il y a deux étapes éthiques centrales. Et donc ici, juste pour mettre un petit schéma, pour montrer que finalement, il y a différents acteurs en jeu, comme je le disais, dans cette prise de décision. Et bien que souvent, ça va être une personne, un propriétaire, une propriétaire qui va être confronté au niveau de la responsabilité de trancher la décision, on voit que rapidement, on peut aussi impliquer d'autres acteurs. Comme j'ai parlé, le vétérinaire va venir être un acteur vraiment important pour apporter de l'information médicale essentielle, mais aussi pour venir apporter un regard éthique, pour venir apporter aussi un regard éthique sur la situation. Mes recherches actuelles portent sur comment on pourrait impliquer le cheval dans la prise de décision. Je n'ai pas le temps d'en parler, mais c'est pour ça que je le place dans cette triangulation, parce que finalement, le cheval est un être qui est capable de s'affirmer dans ses actions, qui a une forme d'agentivité. Il ne faudrait pas oublier que lui-même, d'une certaine façon, selon les lectures qu'on arrive à faire de ses comportements, etc., peut nous donner de l'information sur sa propre situation. Mais je pense que je n'ai pas à justifier. Beaucoup de ce qu'on a vu aujourd'hui tournait autour de observer, être attentif, lire le cheval, lire sa vie. Et donc, ça va dans cette direction-là. Pourquoi est-ce qu'on veut lire le cheval, lire sa vie? Bien, parce que le cheval est un agent qui est capable finalement de nous montrer comment va sa vie pour lui ou pour elle. Et généralement, pour se positionner du point de vue éthique, c'est une stratégie, mais c'est une stratégie qui est quand même aidante. On veut essayer de dégager des principes clés qui vont essayer de guider notre décision. Et dans le cas, finalement, de l'euthanasie du cheval, vraiment, quand on reste dans ce cadre de bonne mort, les principes sont assez clairs, finalement. C'est pas autour de ces principes-là, finalement, qu'il y a un débat, mais c'est plutôt comment les appliquer dans une situation concrète. Parce que le premier principe, ça serait, OK, pourquoi l'euthanasie? Quel principe guide? Pour répondre au bien-être du cheval ou pour répondre à sa qualité de vie, pour lui donner une bonne vie? Mais ensuite, la question spécifique de l'euthanasie, c'est pour soulager sa souffrance, c'est-à-dire que la qualité de vie s'est dégradée. Et donc, ça, c'est la première question éthique que j'ai identifiée juste avant. Donc, le principe qui nous guide, c'est le principe de soulager la souffrance. Et le deuxième principe qui guide la procédure, c'est une procédure avec un minimum de détresse et de souffrance. Donc, c'est pas... d'une certaine façon, il y a quelque chose d'assez clair au niveau des principes clés de l'euthanasie équine. Ce qui va être difficile, c'est d'appliquer. D'appliquer, c'est-à-dire quand est-ce qu'il y a des souffrances...
quand est-ce que les souffrances justifient le fait qu'il faut les soulager par la termination de la vie, ça va être ça qui va être le plus difficile. Donc, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut appliquer finalement ce principe-là. Et je vais me tourner vers les analyses de cas. Contrairement à mes collègues, je n'ai pas mis beaucoup de photos. Je suis désolée. Mes collègues avaient des jolies photos ou des photos un peu percutantes, presque à chaque slide. Moi, j'en ai pas beaucoup. Mais j'ai cette photo de ce cher Obaid. Il a 33 ans. C'est quelques jours avant qu'il ait dû être euthanasié. Et il a certainement été l'un des chevals qui a le plus motivé ma motivation de commencer à faire des recherches plus scientifiques sur la question de l'éthique de l'euthanasie, parce que j'ai été beaucoup... voilà, je l'ai accompagné dans sa fin de vie. Voilà, pour la petite histoire. Il est beaucoup avec moi quand je réfléchis à ces questions-là. Et voilà. Donc, pour l'analyse de cas, je veux revenir sur cette question de fin de vie. Je vais vous présenter trois différents cas qui sont trois différents cas où la question de l'euthanasie équine est soulevée, qui sont très différents dans leurs composantes. Et de là, je vais essayer de dégager ces différents facteurs pour vous montrer qu'est-ce qui, dans le fond, dans ces cas-là, penche vers une éthique de fin de vie ou vers un manquement éthique au niveau de la fin de vie, ou quelque chose comme ça, vers une problématique éthique. J'avais pris des notes. Voilà. Dans la présentation juste après le repas, j'ai été heureuse de voir que Dr Bourreau partageait aussi d'une certaine façon la conception philosophique que je présente de la fin de vie. C'est-à-dire qu'il y a certains positionnements, certaines conceptions, et dans la recherche et dans la pratique, qui présentent la fin de vie comme étant ce moment où la procédure a lieu, c'est-à-dire le moment où le cheval meurt ou peut-être les quelques heures qui précèdent. Mais finalement, la fin de vie, donc cette période donnée qui précède l'euthanasie, il vaut mieux la penser sur une plus longue durée, et elle se recoupe avec cette période de vieillissement important qui a été présentée par Dr Bourreau. C'est pas toute la période de vieillissement, évidemment, qui est une période de fin de vie. La façon que je le présente généralement, c'est de dire, à l'intérieur de cette période de vieillissement, il va y avoir un moment clé, un élément déclencheur, où on voit qu'on a passé un stade de non-retour dans cette période de vieillissement et où il y a une dégénérescence qui devient trop importante, mais où le cheval n'a pas encore à mourir tout de suite, mais on rentre dans cette espèce de période d'incertitude. Et c'est cette période-là que je nomme la période de fin de vie. Et là, je vais vous présenter le cas d'une jument où ça représente vraiment un cas de fin de vie paradigmatique, on va dire. Et le cas, il présente surtout qu'est-ce qui s'est passé au moment de son euthanasie, mais je vais vous donner un peu d'informations aussi après que je vous ai présenté le cas. Okay. Donc, Iduna, c'est une jument arabe. Elle avait 28 ans lorsqu'elle a été euthanasiée grâce à une injection létale tôt un matin dans son écurie par la vétérinaire traitante. Iduna avait drastiquement perdu l'usage de ses postérieurs, donc problème de locomotion. Il lui devenait difficile, voire impossible de se relever si elle se couchait. Ici, voilà, M, la gardienne d'Iduna, voyait des changements depuis environ 2 mois. Et là, ces 2 mois, ça, c'est vraiment le début, dans le fond, de cette période de fin de vie où on commence à noter des changements importants et on sent que finalement, il y a quelque chose qui se construit vers cette décision. Mais ça a pris 2 mois avant de pouvoir finalement trancher, savoir que c'était la chose à faire. Donc, depuis environ 2 mois, la gardienne M notait des changements importants. Elle était devenue plus attentive aux circonstances d'Iduna sur la ferme, etc. Et, presque quotidiennement, elle l'observait, elle surveillait, etc. Depuis la première fois où la jument n'avait pas pu se relever sur un sol mou, sur du sable.
mais la jument était capable de se relever par ailleurs sur des sols plus stables au début. Dans la nuit du 11 au 12 janvier, Iduna s'est couchée comme à son habitude dans son écurie sur la paille. Lorsque M l'a retrouvée à 6 heures du matin, il était clair qu'Iduna s'était beaucoup débattue pour se le relever, sans succès. Donc là, contrairement aux autres nuits, elle n'avait pas réussi à se relever. Et elle était dans une position inhabituelle, voire inconfortable, parce qu'elle s'était débattue et elle s'était comme retournée contre le mur. Et tout de même, elle n'avait pas réussi à se relever. Donc, M a appelé le vétérinaire traitant ainsi que le propriétaire de la jument. Le propriétaire de la jument vivait aussi sur cette ferme, dans ce cas-là. Donc, c'était pas un propriétaire qui était comme à l'étranger ou loin, etc. Appelé la vétérinaire traitante, M et le propriétaire ont décidé que le moment était venu pour Iduna d'être endormie. Lorsque la vétérinaire arriva sur le lieu, elle leur dit qu'ils avaient bien raison. Donc ici, on voit, ça n'a pas été une longue conversation à ce moment-là avec la vétérinaire, mais la vétérinaire avait déjà suivi le cas depuis un moment. Donc lorsqu'elle arriva sur les lieux ce matin-là, d'une certaine façon, il n'y avait pas une surprise de ce qu'elle avait face à ce qu'elle constatait. Et M a dit que la vétérinaire a amené la confirmation quant à la décision et de la paix. Donc, c'est-à-dire que M et le propriétaire ont pris la décision, mais ils étaient attentifs à ce que la vétérinaire allait aussi remarquer ou dire ou confirmer par rapport à leur décision. Et finalement, c'est ce que je qualifierais d'une fin de vie qui s'est bien passée. Je vais en parler avec l'information qui va suivre après, mais d'une certaine façon, des choses se sont passées au mieux, si on veut. Et ce qui était difficile, c'est évidemment de trancher, mais c'est cet élément où Iduna s'était débattue d'une façon vraiment... d'une façon qui remettait en cause le sens de ce que sa vie avait jusque-là. Je vais y revenir après, mais cet incident-là pendant cette nuit-là, d'une certaine façon, marquait encore un point de non-retour où on remarquait, ben là, sa vie s'est vraiment trop détériorée. Il y a quelque chose qui ne va plus. Et je vais essayer de mettre ça en contexte avec des éléments par la suite. Mais avant de vous présenter les autres éléments, d'une certaine façon, pour évaluer ces cas, je vais vous parler d'un autre cas où la fin de vie ne s'est pas bien passée, finalement, pour pouvoir contraster. Gilles, il me reste combien de temps? 5 minutes. Sérieusement? 10 minutes? 15. Je vais essayer d'aller plus vite. D'accord. Ça, c'est la description en allemand. Je pense que tout le monde a le joli petit crayon avec la clé USB. Hein? Donc, je suis désolée, je peux pas comme... C'était trop long pour les présenter en même temps, mais pour les germanophones, vous pouvez relire le cas. Ensuite, vous avez accès. Voilà. Qu'est-ce que ce serait un cas de mauvaise fin de vie? Je vais essayer de rester dans mon temps. Donc, je vais aller plus rapidement. Je vais aller directement au problème. Okay? Ici, on a un cas où, oui, les personnes ont été propriétaires du cheval depuis de nombreuses années, etc. Mais donc, dans ce cas, il y a toute une problématique financière. Je ne vais pas en parler pour l'instant. Si on voulait faire une analyse plus complète, il faudrait aussi penser à comment l'analyse financière a dégradé la question. Mais même sans la problématique financière, c'est un cas typique de ce qu'on appelle parfois l'acharnement, finalement. Mais ça prend une forme particulière, puis c'est pour ça qu'il faut être capable de remettre les choses en contexte. C'est que finalement, ce cheval ne vit plus avec cette famille-là depuis quand même un certain nombre d'années, même s'ils sont restés propriétaires. Et lorsque la santé du cheval se détériore, les gens s'accrochent à sa vie, finalement, et refusent de l'euthanasier, même si le vétérinaire traitant insiste que ce serait la bonne décision. Et après ça, il y a toute une suite de problématiques. Il se sauve dans la nuit avec le cheval, il part d'écurie. Le cheval, finalement, il est repris par un centre de protection pour les animaux. Les propriétaires refusent toujours que le cheval soit euthanasié, c'est-à-dire qu'il soit soulagé de ses souffrances face à une problématique médicale
qui l'assaille depuis un moment. Et l'idée, c'est de dire, le cheval, il meurt plusieurs semaines plus tard à cet endroit où il est. Et d'après les témoignages, les derniers jours du cheval ont été difficiles. Donc, on est dans un contexte aussi où on peut nommer ou marquer l'entrée en fin de vie. Il y a eu un élément déclencheur, cette dégradation de la santé, etc. Mais on a eu une réaction très différente des personnes responsables, qui sont les propriétaires. Un dialogue très compliqué avec le vétérinaire qui essayait de jouer son rôle de conseiller, etc. Et ce que j'ajouterais, c'est probablement pas d'écoute du cheval dans ce cas-là. Donc, un positionnement qui était finalement pas recentré sur l'écoute et les besoins du cheval, mais qui était un peu abstrait, qui n'était pas recontextualisé. Donc, ça s'accrocher au fait de sauver le cheval sans vraiment regarder, est-ce que le cheval, c'est justifié de le sauver ou est-ce que sa vie, finalement, en vaut encore la peine. Et c'est là où je veux en venir. C'est dans la question de comment vivre une éthique de fin de vie. On a cette question-là, est-ce que ce cheval doit mourir? Le principe qui guide cette décision-là, comme je le disais, c'est un principe qui est centré sur la question de souffrance. Est-ce qu'il souffre trop? Mais en fait, on peut tourner cette question-là à l'envers et on peut demander, est-ce que sa vie vaut encore la peine d'être vécue? Est-ce que sa vie a encore du sens? On essaie de replacer dans un contexte sa situation. Pour rester dans les temps, je vais passer plus loin que c'est. Je vais continuer. Donc, gardons en tête cette question, parce que en fait, c'est ça l'élément clé et l'élément difficile qui rend la décision difficile et majeure, c'est de dire, est-ce que ce cheval souffre trop? Et d'une certaine façon, pour être capable de répondre à ça, on va essayer de passer dans un contexte de sens, de meaning. La qualité de la vie, c'est une question à propos de quel est le sens de la vie du cheval. C'est une question finalement proprement éthique, mais par ailleurs philosophique. On va essayer de penser comment est-ce qu'on peut répondre à ça. Revenons à la question de souffrance. Donc, ça en a été quand même parlé. Excellent, on a déjà vu dans la présentation de Dr. Bourreau la différence entre nociception et douleur. La douleur, c'est une expérience sensorielle et émotionnelle subjective. Donc, c'est un sujet qui en fait l'expérience. Cette table ne peut pas ressentir de douleur, ce n'est pas un sujet. Les chevaux sont des sujets, ils se positionnent face à ce qui leur arrive. Mais il ne faudrait pas confondre toutes les douleurs avec des instances de souffrance. Je pense que c'est vraiment important de mettre l'accent sur la réduction de la douleur, mais il faut comprendre que finalement, une instance de douleur peut avoir son sens. On est en train de râper les dents de notre cheval, oups, ça lui fait un petit peu mal. C'est une instance de douleur, mais on est dans le processus de lui râper les dents. Ça se peut que ça soit un peu inconfortable. Il y a des moments où une douleur une douleur peut prendre son sens parce qu'on essaie d'atteindre un état de bien-être par ailleurs. Mais c'est lorsque ça devient de la souffrance que c'est problématique. Et la souffrance, au fond, c'est le prolongement de la douleur qui va ajouter de la détresse psychologique face aux douleurs expérimentées ou des affects négatifs sur la durée. La peur, l'anxiété, l'ennui, de la solitude, de la frustration, etc. Et donc, lorsqu'on se pose la question d'une vie qui en vaut encore la peine, d'une vie qui a du sens, on se pose à la fois la question de s'il y a des souffrances qui sont en jeu, et de s'il y a trop de souffrances qui sont en jeu. Et comment répondre à ça? Bien, une option. Comment répondre à la question, est-ce que la vie a encore de la valeur ou est-ce que cette vie a trop de souffrances? Disons, il y a une relation entre le fait d'avoir trop de souffrance et le fait d'avoir encore de la valeur. Une vie qui a encore de la valeur peut être justifiée. Et à l'inverse, la vie qui a trop de souffrance, justement, a perdu son sens, a perdu de sa qualité. Ça ne fait plus de sens. C'est toutes ces formulations qu'on a, c'en est trop, ça ne fait plus de sens, etc. Et là, d'une certaine façon, c'est une autre façon de penser, je dirais, le concept de qualité de vie. C'est l'approche par les capacités. Et je pense qu'il me reste 3 minutes. Et je vais juste, dans le fond, je vais terminer sur cette slide-là parce que je trouve que c'est bien.
c'est pas un focus que sur la souffrance, c'est un focus sur comment est-ce que la vie de mon cheval elle vaut la peine d'être vécue, qu'est-ce qu'une bonne vie pour un cheval. Et la philosophe américaine Martha Nussbaum, elle a beaucoup pensé cette question d'une bonne vie pour un animal à travers cette approche qu'on appelle par les capacités ou Fähigkeiten. Et c'est cette idée qu'il y a tout un ensemble de capacités, donc de possibilités disponibles au cheval, où elle a un cadre pour la plupart des animaux, pas juste pour les chevaux, mais moi je l'applique aux chevaux, qui nous donne une indication qui se veut assez précise et différenciée de comment va sa vie. À travers 10 indicateurs, donc qu'il soit encore en vie, qu'il ait une santé physique, qu'il ait une intégrité physique. Mais après ça, il y a tout un autre ensemble d'aspects plus riches qui peut engager ses sens, son imagination, sa pensée. Ça se recoupe avec tout l'aspect cognitif, l'exploration, etc., qui puisse engager effectivement et qui puisse vivre des émotions, qui ne soient pas isolées. Ça, c'est étroitement relié, le 5e avec le 7e, qui est la possibilité de former des relations intra-espèces, des relations interespèces, la possibilité encore de jouer, la possibilité d'avoir du contrôle sur son environnement, la possibilité d'avoir des buts ou de se projeter dans un plan de vie. Il ne faut pas penser à ça de façon humaine, il faut penser à ça de façon plutôt cheval, mais un cheval qui est tout heureux de se rendre sur son pré, le but de se rendre sur son pré, il sait que c'est le matin, que c'est là où il s'en va. Et d'une certaine façon, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent nous donne des informations pour être capable de répondre à cette évaluation par les capacités. Et là, on peut replacer un peu la problématique du cheval apathique, du cheval qui est en perte de locomotion. Pour revenir à l'exemple d'Iduna, son problème n'était pas qu'elle n'avait plus de relation, qu'elle n'était plus capable d'interagir avec les autres chevaux, qu'elle n'était plus capable de jouer. D'ailleurs, elle a beaucoup joué, genre 2 jours avant de devoir mourir. Mais le problème, c'est que sa perte de locomotion venait influencer tout un ensemble de ces capacités-là et qu'on a réussi à voir le moment où, le point de non-retour, où finalement, le contrôle sur son environnement allait lui être enlevé, la possibilité de jouer allait lui être enlevée, la possibilité de maintenir ses relations avec les autres chevaux du troupeau allait lui être diminuée, du fait de ne plus être capable de se lever. Après ça, si on l'aide à se relever, il y a toujours le problème que ça devient un problème récurrent, elle n'arrive plus à bien se reposer, ça entraîne ça fait un effet domino sur sa santé qui vient finalement influencer toutes les autres capacités et de où M et le propriétaire ont réussi à dire sa vie n'en vaut plus la peine. Et ils ont dû trancher cette décision-là, mais en faisant proprement un effort de décentration de la perspective humaine et de recentration vers la perspective de la bonne vie pour le cheval. Et ça serait une façon, je pense, assez riche et détaillée de se positionner face à la décision d'euthanasie. Voilà, merci.